Voici la carte militaire du 12 janvier 2026 et comme d'habitude, on va commencer par les frappes générales. Et tout d'abord, on a des frappes de drones ukrainiens dans la mer Caspienne contre 3 stations pétrolières offshore russes. Donc les Ukrainiens ont montré des vidéos, donc j'ai tendance à croire les Ukrainiens ici. Donc bon voilà, 3 stations offshore russes, bah, ça fait toujours mal côté russe bien entendu. Concernant les dégâts, on n'a absolument aucune nouvelle. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine si les dégâts ont été importants. Si les dégâts ont été mineurs, bah, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. J'ai envie de vous dire, ça ne vaudra pas le coup de le rappeler. Par contre, je le répète, s'il y a des dégâts majeur, hein, surtout sur une station pétrolière offshore, là ça vaut le coup de le signaler. Donc affaire à suivre. Alors toujours dans les frappes générales, mais cette fois à l'intérieur de l'Ukraine. Tout d'abord, on a des frappes sur les infrastructures énergétiques, en particulier sur Tchernigov, Odessa, Kryvyi Rog, ainsi que Dnipro. Donc là, des frappes sur les infrastructures énergétiques très importantes. Et sur Odessa, apparemment, coupure de courant, sur Odessa, dans l'oblast d'Odessa, pas que la ville, d'énormes coupures de courant qui durent maintenant presque toute la journée. Mais là, c'est les informations que j'ai eues de l'oblast d'Odessa seulement. Je ne le sais pas là pour le reste. Donc c'est extrêmement grave, hein. Je vous rappelle qu'en Ukraine, là en moyenne, il fait entre -10, -15 jusqu'à -18 degrés en Ukraine. Donc effectivement, là la météo commence à jouer à plein. Et concernant la population, ça commence à devenir vraiment très 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 difficile. Alors là, vous avez remarqué, là j'ai marqué US, US et US. Donc à Mukachevo, à Odessa et à Dnipro, il y a eu donc 3 en tout sociétés américaines qui ont été touchées. Et donc ce sont 3 sociétés importantes américaines qui ont été frappées par les Russes. Donc les Russes maintenant bah, ne prennent plus de gants, hein, ils ne s'arrêtent plus à ça. Hein, le fait d'être une société américaine en Ukraine ne protège plus. Alors évidemment, il y a eu la frappe d'un Oréchnik près de la ville de Lvov. Je vous avais déjà parlé de cette attaque, donc je ne vais pas y revenir ici. En tous les cas, ça a fait sensation, bien entendu, dans les médias. Et cette frappe d'un Oréchnik russe a eu 2 buts en réalité pour les Russes. Le premier but, c'est de faire des tests toujours plus poussés concernant l'Oreshnik, voire même de l'améliorer. J'ai entendu parler qu'il y aurait une amélioration quant à la distance, hein, qui serait encore plus grande qu'avant. Et l'autre but, bah, c'était pour frapper une grande réserve de gaz enterrée. Voilà, donc c'était intéressant à noter. Kiev a aussi été particulièrement touchée pour les infrastructures énergétiques, mais pas plus que d'habitude. Là où elle a été vraiment touchée, c'est il y a un immeuble qui a été en flammes, un gros incendie, et il y a eu de multiples détonations. Et une fois n'est pas coutume, c'est rarissime, pour ne pas dire c'est la première fois, eh bien cet immeuble a été reconnu comme non résidentiel par Kiev, donc par la mairie de Kiev. Donc ça c'était intéressant à noter. D'habitude ils s'empressent de dire que c'est des zones résidentielles privées qui ont été touchées. Là ils ont dit bah non, c'était apparemment un immeuble non résidentiel. Alors pourquoi il y a des pointillés bleus avec une flèche bleue de ce sens? C'est parce que le maire Klitschko de Kiev a demandé que Kiev, dans son entièreté, soit évacué temporairement, principalement à cause des coupures de courant. Les coupures de courant sont tellement énormes que ben, ce n'est plus vraiment vivable d'être à Kiev.
Coupure d'eau, coupure de chauffage, coupure d'électricité bien évidemment. Donc Klitschko a demandé à ce que Kiev soit évacué, tout du moins temporairement. Alors bon, c'est ce qu'il a demandé. Est-ce que ça va vraiment se faire? Personnellement, je n'y crois pas. Évacuer la capitale Kiev, non, c'est sa demande, mais je ne crois pas que sa demande sera honorée. Je de forts doutes là-dessus. Bref, maintenant parlons du front. Comme d'habitude, on commence par le sud. Sur Kherson, il ne s'est rien passé. Sur Zaporojhia, il ne s'est rien passé vraiment de notable. On a toujours les Russes qui poussent et qui veulent emprunter le pont là pour prendre le sud de Zaporojhia. Zaporojhia commence à se préparer. Je rappelle que Zaporojhia, c'est une ville qui a été très très peu fortifiée, contrairement aux villes de Kramatorsk et de Slaviansk qui ont quand même eu des fortifications. Zaporojhia, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, il y a rien ou si peu. Voilà, donc si les Russes arrivent sur Zaporojhia, à mon avis, ils vont très vite s'emparer de la ville. Voilà, peut-être en quelques semaines. C'est ce que je pense tout du moins. En tous les cas, beaucoup de blogueurs russes ont insisté depuis plus d'un an sur le fait que Zaporojhia n'avait pas été fortifiée. Bon, nous verrons bien. Dans l'oblast de Dnipropetrovsk, ici, il y a eu une avancée relativement importante des Russes. Vous voyez que là, c'est les lignes de la semaine dernière en pointillé et l'épingle rouge, c'est la direction de l'avancement des Russes. Donc là, vous voyez que, bon, Andriivka a déjà été prise la semaine dernière, mais là, ils ont fait une belle avancée vers l'ouest. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont aller jusque la grande route ici et aller vers Zaporojhia sur le flanc est, ensuite faire comme ça? C'est tout à fait possible. Cela dit, je suis divisé parce qu'il y a aussi Oleksandrivka qui doit être prise, hein. Vous savez, quand il y a un symbole jaune, c'est un hub logistique très important à côté du front. Donc, vont-ils se diriger vers Zaporojhia ici ou aller sur Oleksandrivka pour prendre ce nœud logistique très important? Ou alors vont-ils se diviser en deux, aller par là et aller par là? Je ne le sais pas, mais en tous les cas, ce sera très intéressant de voir s'ils se dirigent vers Zaporojhia. Là, si on regarde la direction, ça en a tout l'air. Nous verrons bien. Sur Paklovsk, dans la région de Paklovsk, là, il s'est passé des choses, hein. Comme vous pouvez le voir, les Russes ont beaucoup avancé, hein. Ça, c'est les lignes de la semaine dernière. Ils ont beaucoup avancé. Et on a eu encore une fois, comme toutes les semaines, on a eu un assaut ukrainien là, qui s'est fait, mais qui a échoué. Alors pourquoi je ne vous mets pas une croix sur la flèche? C'est parce qu'il y a des assauts continuels. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui a échoué définitivement. Là, il y a des assauts continuels, hein, toujours sur Glychinier. Bon, nous allons voir s'ils arrivent à faire des assauts longtemps comme cela. Alors, dans le nord, il ne s'est rien passé. Là, les Russes ont avancé, comme vous pouvez le voir. Donc, ils ont avancé, notablement, hein, quand même, ici et ici. Donc, ils commencent à se rapprocher de Konstantinivka, qui est là. Sur Konstantinivka, bon, ils font du nettoyage, mais ils n'avancent pas, hein. Ça fait une semaine là qu'ils n'avancent pas vraiment, hein, pâté maison par pâté de maison peut-être, mais je ne le note pas moi sur la ligne de front. Donc c'est plutôt du nettoyage et ils ont plutôt avancé ici, donc sud-ouest de Konstantinivka. Alors Kramatorsk, Slaviansk ici, rien bien évidemment. Par contre, à l'est, oui, il s'est passé des choses. Vous pouvez voir que là, les Russes ont bien avancé, hein. Vous pouvez voir, là, les lignes de la semaine dernière, ils ont bien avancé. Donc, pour moi, ils vont prendre tout d'abord Rai Oleksandrivka pour ensuite seulement se diriger vers Slaviansk. Je pense que c'est Slaviansk qui va être attaqué d'abord sur le flanc est, avant Kramatorsk.
Ce n'est que mon avis, mais en tout du moins c'est ce que je pense. Alors on m'a demandé c'était quoi les lignes bleues, là, les pointillés bleus, là. C'est la grande rivière dans l'oblast de Donetsk. Donc cette grande rivière fait un peu office de séparation en deux zones, hein, la zone ci et la zone là. Donc cette zone là où il y a Krasny Liman et la zone où il y a Slaviansk-Kramatorsk. Donc ça veut dire qu'en gros là les forces ukrainiennes qui sont là auront bien du mal à se replier sur Slaviansk. Beaucoup de mal. C'est pour ça que j'avais fait ces pointillés bleus. Alors sur Krasny Liman, Krasny Liman ou Liman, il s'est passé des choses. Les Russes ont fait une grosse avancée, vraiment une grosse avancée. Alors pour ceux qui découvrent un peu ma carte, vous voyez des pointillés verts avec le numéro 2, c'est la deuxième forteresse, hein. Il ne reste plus que deux forteresses sur le front, la forteresse d'Orirov, numéro 1, et la forteresse de Krasny Liman ici. Une fois que ces deux forteresses seront tombées, il n'y en aura plus. Hein, vous voyez là ici, ce sont les anciennes forteresses. Sivelsk, Bakhmut, Chassiviar n'était pas, je rappelle, ce n'était pas une forteresse, c'est pour ça que c'est entouré d'un rond jaune. C'était un endroit très important, mais ce n'était pas une forteresse. Toretsk ici. Alors Paklovsk, hein, bien évidemment, donc Paklovsk c'est terminé. Ougledar, qui était le grand symbole de l'Ukraine, un symbole d'invincibilité des forces armées ukrainiennes. Gros symbole, quand Ougledar est tombé, ça a fait très très mal sur le moral des soldats ukrainiens à ce moment-là. Bon, bref, voilà, donc on reprend sur le front. Donc Krasny Liman, les Russes ont beaucoup avancé. Vous voyez Krasny Liman, c'est la fin, on peut dire ce qui est, hein. Les Russes ont commencé à prendre le sud. Là, ils commencent à prendre le nord. Il y a déjà des batailles, bien évidemment, au sein même de Krasny Liman, cela va de soi. Mais vous voyez qu'ils ont fait une avancée quand même très importante. Voilà, donc là, il ne s'est rien passé. Sur Kupiansk, il s'est passé des choses. Donc là, les Russes ont bien avancé dans cette poche de Krasny Liman. Là, je rappelle que c'était les lignes de la semaine dernière, donc ils ont bien avancé. Évidemment, les forces ukrainiennes qui se sont battues farouchement, hein. Comment elles ont pu tenir aussi longtemps, des mois, dans un chaudron comme ça? C'est parce que ici et ici, il y avait beaucoup de forces ukrainiennes qui sont restées. Et pourquoi elles sont restées ici? Parce qu'elles ne pouvaient pas traverser la rivière Oskol, qui est ici, qui est beaucoup trop large. Donc ils sont restés là, voilà, sans pouvoir partir. Donc ils étaient très nombreux. Je n'ose pas vous dire un chiffre. Certains blogueurs russes parlent de 10 000 soldats ukrainiens dans toute cette zone-là. Voilà, qui sont là depuis des mois et des mois. Mais bon, chiffres à prendre avec de grosses pincettes, hein. Donc l'épuisement des troupes fait que les Russes s'emparent évidemment de ces chaudrons, hein. Celui-là viendra après. Le gros des forces ukrainiennes est resté là. Ceci explique cela, hein, puisque les forces russes sont dans cette région, bien évidemment. Donc les Ukrainiens, une partie ont fui, hein, ici, mais ils sont prisonniers, hein. Toute cette zone, ils sont prisonniers à cause de la rivière Oskol. Alors là, les Russes ont un peu reculé. Alors, en réalité, pour être très honnête, je ne sais pas si les Russes ont reculé ou si c'est les lignes de la semaine dernière ou il y a 2 semaines qui étaient déjà un peu fausses. En tous les cas, on y voit un petit peu plus clair, je ne le sais pas, mais en tous les cas, les lignes seraient comme ça, mais c'est très flou, hein. C'est vraiment très flou. Une chose à noter, c'est que à l'image de Paklovsk, où je viens de vous montrer une flèche d'assaut bleue où j'avais pas mis de croix, là où j'ai mis 3 flèches d'assaut, les Ukrainiens ne lâchent rien. Ils ne lâchent rien. Kupiansk et Paklovsk, ça semble pour eux la chose la plus importante qui soit du front. Ils font d'incessants assauts pour prendre Kupiansk même. Ils n'y arrivent pas à chaque fois. Sauf que là, je mets plus de croix bleue comme d'habitude pour dire que ça a échoué. Parce qu'en fait, ils font des assauts. Ils échouent quand même, hein, parce que bon,
Là, les lignes ont cessé d'évoluer. Ils veulent prendre Kupiansk, la ville, hein, pas la banlieue hein, de Kupiansk, mais la ville de Kupiansk même. Ils échouent à chaque fois, mais ils continuent toujours de manière incessante. Donc entre Paklovsk et Kupiansk, il y a des pertes d'hommes ukrainiennes absolument énormes. Je vous rappelle que l'attaquant est toujours sur un pied d'infériorité par rapport à celui qui défend, bien évidemment. Donc là, il ne cesse d'attaquer, en plus de manière désespérée, parce que, bon, à la limite, qui assemblerait leurs forces, une sorte d'énorme armée, pour ensuite attaquer d'un coup Kupiansk, ça pourrait faire sens militairement. Alors vous allez me dire, oui, mais s'ils font une grosse armée, ils vont être visibles et on va leur taper dessus. Bah oui, 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 c'est le dilemme. C'est le dilemme. Soit faire une grosse armée et avoir une chance de pénétrer la forteresse maintenant russe de Kupiansk, soit attaquer par des petites unités comme ça, mais avec beaucoup moins de chances de faire une percée, bien évidemment. Donc c'est le gros dilemme, bien entendu. Hein, dans une guerre comme ça, rien n'est simple. Eux, ils ont choisi, bon, bah, plutôt d'attaquer avec des forces légères. Mais évidemment, avec des forces légères, comme ça fait des mois qu'ils attaquent strictement au même endroit, vous vous doutez bien que ça fait longtemps que les Russes, eux, ont fortifié. Ils ont mis de l'artillerie, il y a bien longtemps maintenant, des drones, des missiles, des hélicoptères, etc., etc. Donc franchement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. À la limite, il aurait mieux valu pour eux qu'ils fassent une grosse armée et qu'ils se cachent, qu'ils se camouflent le mieux possible, même s'il y avait des chances que l'armée soit détruite, il aurait mieux fallu qu'ils tentent cette armée-là, malgré tout. Ce n'est que mon opinion, hein, peut-être que je me trompe, hein. Mais en tous les cas, c'est comme ça que je vois la chose. Bon, bref, je passe. Là, évidemment, les Russes, leur but dans l'oblast de Kharkov, c'est de prendre Veliki Bourlouk. Hein, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je vous ai mis ce triangle. C'est pour vous dire à quel point c'est important. C'est un hub logistique qui permet d'alimenter les forces ukrainiennes ici, qui vont à chaque fois taper Kupiansk. Donc extrêmement important pour l'armée ukrainienne et donc de facto très important pour l'armée russe. Alors là, sur Vovchansk, les Russes ont fait une avancée notable. Donc bah, ils avancent, voilà. Donc, mais bon, rien de plus à dire ici. Hein. Ils ont pris 2 villes hein, quand même, donc d'un coup. Donc belle avancée des Russes. Et bah, comme ils avancent ici avec comme intention, c'est ce que je pense ou bien de prendre Veliki Bourlouk, eh bien que va-t-il se passer sur toutes ces forces d'assaut sur Kupiansk? Parce que toutes ces forces qu'on envoie là à chaque fois, eh bien ça dénude le front d'extrême nord, de l'extrême nord. Donc les Russes vont en profiter. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. N'oubliez pas ce nouveau front qui est apparu hein, dans l'oblast de Soumy, ici. N'oubliez pas ce tout nouveau front, le tout dernier qui est apparu, ici, toujours dans l'oblast de Soumy. Hein, je l'avais entouré le dernier de tiret rouge. L'oblast de Soumy, il est délimité par cette frontière verte hein, que j'avais faite il y a longtemps. Quand j'avais fait cette oblast, quand les Ukrainiens avaient fait leur attaque en profondeur dans l'oblast de Kursk hein, pour peut-être prendre, c'est ce que disent certains, tout du moins la centrale nucléaire de Kurchatov qui est ici. Enfin bref, vous voyez, donc là, le fait d'avoir fait plusieurs petits fronts là, ici et ici, les tout derniers, bah, ça va inquiéter les Ukrainiens forcément. Hein. Je vous rappelle que Kiev, c'est ici, c'est pas très loin hein, de l'oblast de Soumy. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, et là, les Russes dernièrement, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas avancé. Là, ils ont avancé. Ils ont avancé, donc ils vont commencer à prendre pied. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à prendre pied sur Mala Khorchakha, ici.
Donc là, ça va commencer à faire mal, hein. Pour Soumis, ça va devenir très inquiétant. Et là, les Ukrainiens, ils ont intérêt de mettre des forces ici. Sinon, la Russie va prendre la grande ville de Soumy. C'est une ville majeure. Donc voilà, bon, évidemment, c'est une ville majeure, mais pas aussi important que Kharkov, qui est la deuxième ville la plus peuplée d'Ukraine, et pas aussi important évidemment que Slaviansk et Kramatorsk, hein, bien sûr, et encore moins que Zaporojhia, hein, bien sûr, mais ça reste une ville majeure. Et voilà, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, éventuellement un abonnement si ce n'est déjà fait. Partagez, c'est très important pour moi. Et si vous appréciez particulièrement mon travail, un petit don, lien dans la description. Merci encore à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.